donc nos amis vont répondre à vos questions. Au moment de ne pas faire trop long pour que le maximum d'entre vous puisse parler. Et dans un premier temps, Laurent a été tout à l'heure cité, je pense, sur un exemple où il va apporter des éléments. Donc tu as la parole. Oui, je vais préciser à l'appel de Brice. A soutenu sa thèse il y a une quinzaine de jours à l'IEPDEX, un jeune, enfin pas si jeune d'ailleurs, représentant, un des principaux représentants des frères musulmans en France, qui s'appelle Nabil Ennasri. Il a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de François Burgat. Si certains le connaissent, c'est un des, comme on dit en France, un des islamologues qui depuis maintenant plusieurs décennies joue un rôle extrêmement pervers. Il avait notamment soutenu le FIS et le GIA pendant la guerre civile algérienne dans les années 90. Il est opposé à la loi de 2004, etc. Donc à la suite, alors c'est tout le groupe effectivement après Bruno Etienne. Il y avait aussi un autre qui était dans le jury de thèse qui s'appelle Vincent Gézère, qui est sur la même ligne. Il avait constitué un jury à sa main avec des gens dont il finance une partie de l'activité de recherche à travers une ANR, l'Agence nationale de la recherche qui distribue des fonds qu'il avait obtenus il y a quelques années. Donc bon, ça montre ce qui est très intéressant. Il y a deux choses qui sont très intéressantes et puis je vais très vite. D'abord, c'est que Nabil Ennasri devient docteur de l'Université française. Sa thèse portait sur le principal auteur de la politique étrangère du Qatar, la politique justement de disruption, comme on dit maintenant, avec l'Arabie Saoudite, donc à l'origine d'une partie de ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe et au Moyen-Orient, qui a influencé donc la politique du Qatar et qui est un des grands, entre guillemets, intellectuels, théologiens des frères musulmans. Donc il a fait une thèse panégyrique sur ce type, tout ça évidemment qu'il connaît bien par ailleurs, enfin bon, dont il suit les séminaires régulièrement dans le Golfe, enfin bon bref. Donc le jury a été fait à la main et donc les deux choses intéressantes qu'on peut tirer de cet exemple qui est passé un petit peu sous le radar par rapport à des affaires un petit peu plus médiatiques comme les syndicats Sud 93 avec leur formation avec les ateliers non mixtes. Ouria Boutelja invité à l'université de Limoges, le colloque de Lyon 2 sur l'islamophobie, plein gauchistes, on va dire, et d'islamistes, dont un fichier S qui était invité comme si c'était un vrai colloque universitaire qu'on a réussi à faire annuler. Enfin bon, bref. Ce que ça montre, Ennasri, et vous allez beaucoup en entendre parler dans les années qui viennent, va remplacer, ça tombe pile poil, c'était pas prévu, mais avec la chute de Ramadan. C'est-à-dire qu'il va devenir le nouveau. Alors Ramadan était professeur Ramadan, avec une fausse chaire à Oxford, enfin bon bref. Mais, et il était. Il avait, et évidemment, les gens qui les soutiennent, c'est très important. Il l'appelait professeur Ramadan. Parce que, évidemment, ça donne un titre. Lui, il va être docteur Ennasri. Il ne sera jamais professeur, ça c'est sûr, heureusement, mais il est docteur Ennasri, et vous allez entendre le docteur Ennasri, spécialiste de l'islam, sur tous les plateaux de télé, expliquer. Voilà. Il a commencé ce week-end par diffuser jeudi sur ses réseaux sociaux, sa page Facebook, c'est public, donc vous pouvez aller le voir, un long texte dans lequel, donc jeudi, il appelait. C'est ça l'islam politique. Quand on parle d'islam politique, c'est très concret. Il ne faut pas dire que ça existe ou pas, c'est très concret. C'est la stratégie des frères musulmans. Et lui en est désormais le principal porteur dans le milieu intellectuel public français. Et donc ce texte, appelant les imams à la prière du vendredi, donc le lendemain, hier, à parler dans leur prêche de Jérusalem comme Al-Quds à la suite de la décision de Trump. C'est-à-dire demandant à tous les imams de France, par-delà les appartenances, etc., des différentes mosquées, de parler de la nécessité de rappeler que Jérusalem, c'est Al-Quds, c'est-à-dire la ville sainte pour les musulmans. Et donc d'expliquer que la décision des Occidentaux, puisqu'il met tout le monde, même si beaucoup d'Occidentaux, commencé par le président français, évidemment, n'a pas suivi Trump là-dessus, eh bien, d'expliquer dans leur prêche ce que ça voulait dire. Donc, en disant, mais tout cela, c'est normal, c'est de la religion, c'est pas de la politique, etc. Donc, il est tout à fait conscient. Je pense qu'il est à la fois beaucoup moins séduisant et beaucoup moins séducteur que, sur tous les points de vue, je pense. Vous irez voir sa photo, que Ramadan. En revanche, il est beaucoup plus clairement brut de décoffrage. Si vous voulez. Il est à l'âge. Ramadan, c'était il y a 20 ans, lui, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec la tension dans le Golfe, etc. Donc il est, à mon sens, beaucoup plus dangereux.
Et il est aujourd'hui celui qui va être mis en avant par tout cet ensemble. La deuxième chose que ça dit, et qui est absolument essentielle pour moi, et c'est à titre personnel et avec d'autres, un collectif, mais pour moi le front principal, parce que c'est mon métier, c'est l'université. Ça existe dans tous les métiers, hein. Il faut être clair, mais le syndicalisme devrait faire aussi son travail, par exemple, la politique aussi d'ailleurs, mais en tout cas à l'université, nous avons une situation, université, recherche, CNRS, etc. Nous avons une situation qui est particulièrement dégradée parce que il n'y a aucune, je parlais de substance tout à l'heure, il n'y a aucune politique, il n'y a aucun contrôle, aucune surveillance, même aucune discussion depuis des années sur le sujet. L'islamophobie faisait l'objet il y a 5 ans d'un colloque à l'école des hautes études en sciences sociales. Moi, ça me fend le cœur parce que c'est là que j'ai fait ma thèse de doctorat dans les années 90, au début des années 90. Et c'est devenu le lieu. Donc c'était un colloque sur l'islamophobie où le thème d'islamophobie n'a jamais été questionné. On ne questionne pas le thème du colloque. Ça existe, on témoigne, donc avec des gens qui viennent témoigner que l'islamophobie existe, l'islamophobie d'État, l'islamophobie ici, là, etc. La liste des islamophobes, pourquoi, comment ça marche, etc. Les exemples internationaux, tout y était, sauf que, évidemment, ce terme n'est pas interrogé. Donc on est déjà très loin, c'est passé complètement sous le radar, parce que l'université, on le sait bien, en France, n'est pas un objet public, puisque une large partie des enfants de l'élite ne passent pas à l'université, donc les élites s'en foutent complètement. Donc il y a un problème absolument fondamental et il y a énormément de collègues qui ont été recrutés, de jeunes collègues dans les disciplines des sciences sociales, en premier lieu la sociologie qui est absolument sinistrée, mais aussi en sciences politiques, qui sont totalement convaincus, qui ne réfléchissent plus à ces questions, qui en sont totalement convaincus. Il y a des discriminations parce qu'il y a un État islamophobe et raciste. Les violences policières, c'est du racisme d'État. Voilà. Il n'y a plus de... Et donc, quand effectivement le ministre de l'Éducation nationale dit attention, stop, à l'occasion de ce séminaire, ce stage de Sud 93, beaucoup de collègues disent mais c'est une atteinte à la liberté d'expression. Le racisme d'État existe, on a le droit de le critiquer, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est que ça, l'État, etc. Donc là, on a... voilà. Et ça, c'est un signe. Donc on est un certain nombre, voilà... à commencer évidemment à s'armer, comme je disais tout à l'heure, à se réarmer, à se battre, à ne pas laisser avancer. Donc on essaye déjà de contenir, c'est un peu la bataille de la Marne, on essaye de contenir l'avance. Voilà, et puis ensuite on essaiera de passer à l'offensive. Je vous propose qu'on consacre un petit moment maintenant à débattre. Vous pouvez intervenir, poser des questions. Nos amis vont vous répondre. Ce que je vous demande, c'est que vous fassiez quand même assez court, de telle sorte que nos amis aient le temps de répondre. Et s'ils veulent bien, je propose que nous regroupions. Vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions, on n'a pas le temps, mais vous répondrez à ce que vous souhaitez, et de façon à ce que le maximum de personnes puissent s'exprimer. Je vous demanderai de répondre peut-être en groupant les questions à la fin. Donc la parole circule. Qui veut intervenir le premier ? Monsieur, je vous demande. Alors, je vous rappelle que, de même que les interventions, elles sont toutes enregistrées, elles sont diffusées en direct sur Twitter. Je remercie d'ailleurs. Pardon ? Sur Facebook. Oui, alors, voilà. Elles sont donc diffusées sur Facebook et vous les retrouverez toutes sur le site du Comité Laïcité République. Et je profite aussi pour demander à ceux qui ont éventuellement un texte parmi les intervenants de nous faire suivre en plus. Nous le mettrons également en ligne sur le site pour ceux qui ont un texte. Sinon, il y a la version audiovisuelle. Vous pouvez renvoyer ceux que cela intéresse à telle ou telle intervention. Et donc, je demande aux intervenants de se présenter, mais sachez que vous êtes filmés, que cela se retrouvera également sur le site. Voilà, cela dit, la parole circule. Je m'appelle Claude Vartan, sans aucune référence avec l'épouse d'un personnage célébrissime, tout particulièrement aujourd'hui. Mais vous savez, les hommes sont secrets. Mon père ne m'a peut-être pas tout dit. Je n'ai pas entendu citer, parmi les adversaires de la République et de la laïcité, les puissants réseaux des multinationales industrielles et financières.
En effet, leur objectif est d'imposer une autre forme d'universalité, la consommation de produits uniformes avec pour finalité la conquête du marché mondial qui n'accepte plus les frontières. Pour y parvenir, ces forces, visibles ou occultes, ont besoin de détruire les États-nations pour y imposer leurs propres lois, celles du marché. La conséquence, lorsqu'on détruit les superstructures civiles et politiques, c'est qu'on ouvre la porte à tous les dogmes religieux qui apparaissent comme l'unique référence et guide de vie. J'en veux pour exemple le financement colossal des églises évangéliques américaines qui déploient leur réseau sur toute la planète en y propageant le créationnisme et l'obscurantisme. Quand le citoyen s'efface devant le consommateur, la République s'effrite et la laïcité perd son support institutionnel. J'aimerais connaître votre point de vue sur cette question. Merci. Alors, une question sur la destruction des États-nations et le marché. Gérard. Faites le plus court possible pour que le maximum d'entre vous puisse s'exprimer. Oui, Gérard Delacour, je suis philosophe et docteur en sciences de l'éducation. Et le plus important, c'est que parmi toutes les notions, les concepts abordés depuis ce matin, il y a notamment le retour du dogmatique et particulièrement le retour du religieux. On pourrait dire beaucoup d'autres choses là-dessus. Ce n'est pas ma question. Ma question est double. Je pose une question. Est-ce que ce retour du dogmatique, et en particulier du religieux, ne serait-il pas le retour de l'idée forte qu'il existerait une seule vérité? Cela nous envoie à toutes les idéologies du bonheur, dont nous savons ici tous jusqu'à quel tropisme hygiéniste cela a pu mener l'humanité. Et deuxième question qui en découlerait, que je pose d'ailleurs à tous les conférenciers, cela ne fait-il pas exploser les notions d'espace public-privé et de sphère publique-privée, dont on a peu parlé, des distinctions entre les deux notions, nous menant ainsi directement à une non-séparation de la vérité et de l'État? Voilà de beaux sujets de philo. Qui... Tiens, vas-y. Tu te représentes? Oui, Bernard Avé, auteur principal de collège ou imam de la République. Moi, tout à l'heure, Anastasia a expliqué qu'on construisait le sens de la communauté par la diversité. Quid des quartiers ghettos où il n'y a pas de diversité, où la diversité est morte, où, j'allais dire, on est dans un paradoxe qui fait que on a un système où la ville s'est construite, la ville a créé des ghettos au départ économique. Et moi, je dis souvent, et je le dis un peu dans mon bouquin, mais je le dis souvent et ça me vaut, je pense à une de vos collègues du CNRS de Marseille, Françoise Lorcerie, qui refuse de voir la réalité en face, qui dit que les faits du rapport Aubin sont des faits manipulés. Je dirais, ça s'appelle du négationnisme pour moi, ça. Donc moi, j'en reviens à cette phrase. Le ghetto a été un moment économique, et pour des raisons dont on est tout à fait capable d'expliquer, pour des enjeux d'intérêt de certains, le ghetto reprend son sens et devient religieux. Qui souhaite intervenir, poser des questions, ouvrir un angle nouveau? D'habitude, ça trépigne, mais... Vas-y, je t'en prie. Tu prends le micro. Oui, donc Bertrand Sachs, membre du comité Laïcité République Île-de-France. Donc, journée passionnante. 2 ou 3 points m'ont bien interpellé. Le premier, ce matin, le fait qu'on a la note 0 si on parle de vivre ensemble. C'est-à-dire expression qui ne veut rien dire, qui que quoi. Bon, j'ai bien compris ce qu'on signifiait là. Néanmoins, je crois que pour le quotidien de beaucoup d'entre nous, c'est une notion qui a du sens.
Bon, le hasard veut que j'habite dans un immeuble de 150 habitants, pardon, très court, 150 pas une habitants. conférence, là, on oui. sait ce que veut dire vivre ensemble, communauté, etc. Donc, ce mot m'a interpellé. La deuxième chose, c'est comment dire, la distinction à faire entre communautarisme, culturalisme et curiosité interculturelle, interanthropologique, interreligieuse. Il ne faudrait pas que le premier empêche le second. Mais en même temps, et notamment à travers le propos de Mme Colosimo, une espèce d'injonction qu'on trouve très souvent en ce moment de connaître des choses de la religion, ça c'est quelque chose qui me heurte beaucoup. Si on a envie de connaître, on apprend. Si on n'a pas envie de connaître, eh bien on reste comme ça. Et une dernière chose qui va dans ce sens, comme tout le monde, je regarde beaucoup les médias et je suis frappé quand les personnes les plus médiatisées au niveau de l'histoire de la religion, par exemple, pratiquement jamais ne disent leur propre positionnement religieux. Donc, Monsieur Colosimo, je ne sais pas quel est son lien avec Madame, historien des religions, ne dit jamais expressément comment il se pose, et ça me gêne. On peut dire, ça me gêne intellectuellement, j'entends. Hein, et on peut dire la même chose de M. Odon-Vallet. Ce n'est pas une critique que je leur adresse. Hein, c'est ce paradoxe. Et on peut citer aussi Mme Hervieux-Léger, enfin, toutes ces personnes vis-à-vis desquelles on peut difficilement se placer en contradiction claire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Annie. On a parlé de l'université, on a parlé de l'éducation. Ce sont effectivement des lieux où il se passe des choses et qui doivent être des priorités dans une stratégie de reconquête. Il y a un domaine qui n'est jamais abordé et qui commence pourtant à l'être dans certaines instances, c'est le sport. Il y a un colloque qui s'est tenu sur sport et radicalisation. La région Île-de-France est en pointe sur ce sujet. C'est un domaine où il y a une pression considérable communautariste, qu'il s'agisse des femmes ou qu'il s'agisse des hommes. Je pense qu'il est important de voir que les modèles de comportement se construisent. On voit l'identification à travers les Jeux Olympiques, à travers le Mondial de foot. Et donc, la France va être organisatrice de grands événements sportifs. N'oublions pas ce secteur. Merci. Merci. Il y a une demande d'intervention ici. Il y en a combien encore? 1, 2, Catherine, 4. On prend les 4, vous faites vite, et après on donne la parole à nos invités. Tu te représentes? Oui, bonjour Pierre Juston. Je suis doctorant en droit public à l'Université Toulousain-Capitole, à l'Institut Maurice Horiou. Je voulais revenir sur un point, et je remercie les interventions qui ont été brillantes, notamment cet après-midi, et particulièrement sur une qui m'a interpellé, d'Alexis Lacroix, concernant justement l'histoire qu'il y a de la guerre des deux France avec le contexte dreyfusard, parce que, alors j'interviens, c'est pour ça que je vais poser cette question, j'interviens dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale, qui marche plus ou moins bien selon les académies, qui est un échec ou une réussite selon les lieux et le recrutement qui en est fait. J'ai été très très étonné ces 2 dernières années ou 3 dernières années dans lesquelles j'interviens très très régulièrement, environ 1 fois ou 2 fois par semaine dès lors que ça m'est possible avec ma thèse. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan qui est oublié aujourd'hui qui concerne le conspirationnisme et qui lie aujourd'hui le religieux, mais qui vient dans un second temps pour la plupart, en tout cas pour ce qui est de ce que je connais des élèves, que ce soit des lycéens ou des collégiens, qui vient dans un second temps. La religion vient dans un second temps. Le premier temps, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression en discutant que ce soit en très petits comités, en entretien individuel, en classe, en petits comités, en grandes conférences, qu'en fait il y a un lien énorme avec le retour de l'abbé Baruel, avec les Illuminati aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie qui est constamment montrée comme étant soit des pantins de la juiverie internationale, soit l'inverse d'ailleurs. Hein, c'est un mélange un peu des deux dans toutes ces idées-là.
Et j'ai l'impression que toute une partie de la jeunesse, avant de se radicaliser d'un point de vue religieux, il y a tout un lien très très important avec le complotisme. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire, universitaire bien évidemment, parce que, bon, je ne vais pas développer là-dessus, parce qu'en droit, on n'est pas encore aussi sinistré que dans certaines matières en sciences humaines, mais ça ne saurait tarder. Simplement, je pense qu'il faudrait peut-être réarmer ces questionnements-là, parce qu'il me semble que c'est prégnant. Voilà, merci. Merci. Qui avait-on dit? Babacar. Ensuite, on fait court. Hein, bonjour. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Non, parce que je voulais... On connaît la palabre nantaise. C'est à l'ouest, hein, comme Douge, encore plus loin. Vous savez bien. Non, c'était par rapport au Hijab Day. J'en profite parce que Laurent Bouvet est là. Le Hijab Day, c'est-à-dire comment on a fait pour qu'à Sciences Po, qu'on ait eu ces petits trucs extrêmement sympathiques, douces, et qui rentraient doucement, quoi. Et ce qui m'échappe un peu, c'est pourquoi on n'en parle pas, c'est banalisé un peu. On a l'impression que ça risque de s'installer comme ça, et donc c'est de l'entrisme, à mon sens, à plus haute échelle, parce que c'est des personnes qui vont être aujourd'hui à diriger ce pays, donc installer ça dans un autre sens, quoi. Donc j'ai fini. Merci. Bernard Athéa. Moi, j'ai simplement une question, c'est que Bernard Athéa. Donc, moi, je n'ai pas entendu parler de roman national. Viens dans le micro. Pardon. Dans le micro. Voilà. C'est bon. Bon. Il y a une expression que je n'ai pas entendue aujourd'hui, c'est roman national. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un roman national pour faire communauté, pour que notre communauté soit véritablement unie autour d'un certain nombre de principes? Anastasia et puis Catherine. Alors, bonjour, je suis Aziza Eboma. Je suis l'amie de Marie-Laure, mais je m'appelle aussi Anastasie. Donc voilà, c'est pour ça que voilà. Alors, je voulais parler du communautarisme qui piège les individus. J'estime être assignée à ma condition de noire, en fait, en tant que citoyenne, et avoir une vision de la diversité qui comprend les valeurs humanistes et universalistes sur le terrain, c'est être traité de traître, de bounty, et dernièrement, on m'a traité de noir de maison. Alors, comment faire pour mes enfants moi, ce que je veux pour mes enfants, c'est qu'ils soient citoyens français, qui ne soient pas assignés, qui ne soient pas pris en otage quand ils pensent différemment. La question, c'est comment faire pour mes enfants. Bon, moi, maintenant, j'ai fait ma vie, je continue à la faire. J'estime, je pense être assez forte face à toutes ces insultes, ces expressions. Dernièrement, voilà, on m'a fait monter d'un grade. Comme j'avais dit à Marie-Laure, noir de maison, dans le temps, c'était une place au placé. Mais pour mes enfants, je veux qu'ils soient citoyens. Comment faire pour mes enfants qui sont nés en France, qui sont français, qui sont citoyens français? Voilà. Merci Anastasia. Alors on va terminer par Catherine. Non, tu mets un décodeur pour Brice Couturier, parce que je crois qu'il ne comprend pas tout quand tu parles philosophie. Je le remercie en tout cas. Oui, je voulais dire que finalement, beaucoup de chantiers ont été évoqués qui sont susceptibles de resubstantialiser l'idée républicaine, pour reprendre l'expression de Laurent Bouvet. Bon, il y en a un qui a été évoqué ce matin que je voudrais resignaler, c'est la jonction entre le combat laïque et le combat social. La désertification des services publics laisse la place aux associations, à toutes sortes d'entreprises qui grignotent, et je crois que ça a été très très bien décrit ce matin par une intervention, et je voulais le souligner. Bon, il y a le sport, il y a le droit des enfants, etc. Alors pour l'université, là nous touchons du doigt la fragilité de ce que c'est qu'une institution critique. Précisément, c'est la fragilité des Lumières, et il faut en être digne. L'université n'a pas d'autre protection qu'elle-même, d'une certaine manière, puisqu'il appartient à la puissance publique d'organiser la liberté du savoir et du développement de ce savoir. Encore faut-il que ceux qui sont à l'intérieur et qui se sélectionnent eux-mêmes en soient dignes et le portent. Donc il faut le faire, bon, on ne peut que l'encourager, et donc il faut se saisir de cette question. En revanche, l'école est une institution républicaine. Alors là, bien sûr, l'État ne peut pas faire en sorte que le savoir soit le plus haut possible,
au plus haut niveau possible, mais il peut aussi détruire ce qui existe. Or, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé à un moment où on n'enseigne plus la grammaire. Moi, je pense que quand un enfant apprend la grammaire, on peut lui faire faire un petit peu de métaphysique. Contrairement à ce que l'on disait tout à l'heure, quand on le fait correctement, lorsqu'on a compris que dans l'expression, par exemple, « je le promets », le pronom « le », eh bien, il n'a pas de genre. On a bien compris ce que ça veut dire, pourquoi l'idéologie, le masculin l'emporte sur le féminin. C'était une expression idéologique et que la langue, elle n'est pas sexiste. Voilà. Donc, il y a un moment où on peut s'élever. Alors, je voulais simplement... donc, il y a aussi une reprise en main de l'école républicaine qui est possible par l'institution politique. C'est par là aussi qu'il faut peut-être recommencer. Il faut apprendre à lire, à écrire, plutôt que de faire du prêchi-prêcha. Et je reviens toujours sur cette idée. Il me semble que c'est très important. Quand on s'intéresse à la grammaire, au nombre, on s'élève, on n'est pas rivé aux utilités immédiates et finalement, on est prêt à aborder les humanités. C'est un terme que je voudrais introduire dans cette assemblée. Les humanités, c'est aussi le moment où la pensée s'affronte à elle-même et ça commence, bien sûr, le XVIIIe siècle leur a donné leur dimension politique, mais ça commence quand même au XVIIe, avec ce grand prince de la pensée, Descartes. Bon, il faut quand même relire le discours de la méthode, qui est une déclaration d'indépendance de la pensée. Enfin, je voudrais signaler un dernier chantier qui a été évoqué, qui a été traité même par Anastasia Colosimo. Elle a parlé de la loi Pleven de 1972. Bon. C'est la réintroduction, en fait, par la fenêtre du délit de blasphème. Là, je m'inspire des travaux de Jeanne Favret-Saada, auxquels je vous renvoie, mais il y a un point, là aussi, qui va être à la fois juridique et philosophique, qui est très important, c'est que nous voyons revenir le délit de blasphème par le biais de la notion de conviction. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque plus, nous n'avons plus des procureurs qui nous disent « vous vous en prenez, c'est Dieu qui va se venger, vous vous en prenez à Dieu et c'est Dieu qui vous accuse ». Non, c'est l'inverse, ce sont des croyants qui se plaignent d'avoir été blessés dans leurs convictions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on suppose que les convictions font partie substantiellement de la personne. C'est-à-dire que ça fait partie de la liste des propriétés identitaires, et là, ce sont des propriétés morales, des propriétés morales au sens plein du terme, qui s'opposent, en ce sens où morale s'oppose à physique, c'est la langue du XVIIIe siècle que j'utilise ici, elle est parfaitement intelligible par tout le monde. Eh bien, ce sont des propriétés morales qu'on va inclure dans la personne, et nous avons aujourd'hui des actions en justice qui se font au nom de ces convictions qui seraient substantiellement attachées à la personne. Or, qu'est-ce que fait la laïcité ? Elle dit, vous pouvez avoir un culte, vous pouvez ne pas avoir de culte, mais vous pouvez aussi en changer. Autrement dit, les convictions ne font pas partie de la personne, ni juridiquement, ni philosophiquement. Voilà un beau problème philosophique que je vous soumets. Bravo. Merci Catherine. Donc, je rappelle que Catherine Kinsler est aussi vice-présidente du comité Laïcité République. Alors, je vais donner la parole, je vais demander à chacun de nos intervenants de s'en tenir à 5 minutes, parce que je voudrais aussi que Jean-Pierre Sakoun puisse tirer ce que nous avons prévu, les grandes lignes de cette journée de réflexion. Donc, laissez-lui quelques minutes, s'il vous plaît, et nous devons impérativement quitter la salle à 5h moins 5. Donc, je ne serai pas plus long. Je vais commencer par donner la parole à Alexis, dont je veux dire à nos amis que tu sortiras ton prochain ouvrage le 3 janvier, J'accuse, aux éditions de l'Observatoire. Donc je pense que vous trouverez le développement de ce qui a été présenté tout à l'heure. C'était la page publicitaire. Alexis, tu as la parole. Alors, merci beaucoup, évidemment, Patrick. Je voudrais répondre simplement, peut-être dans l'immédiat, à la question de monsieur sur le lien, disons, de l'anti-républicanisme contemporain avec le renouveau des conspirations. Je vous invite à lire un livre très intéressant d'un
politologue et historien canadien qui s'appelle Moishe Postone et qui a réfléchi justement sur la jonction qui existe aujourd'hui entre l'antisionisme planétarisé, qui est décrit notamment par des chercheurs comme Pierre-André Taguieff, et ce thème complotiste. Et dans le cas de son approche très originale, Postone, justement, nous donne à penser cet antisionisme démonologique, cet antisionisme fondé sur une forme de néo-occultisme qui prête aux Juifs des surpouvoirs inquiétants liés justement à la mondialisation financière, comme ce qu'il appelle une forme fétichisée d'anticapitalisme. Et pour Postone, ce serait aussi cet anticapitalisme fétichisé que transmet la vulgate antisioniste contemporaine, qui expliquerait la puissance, la vigueur particulièrement intense de l'antisémitisme aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, argument donc qui d'ailleurs supplée aux seules explications par la contre-révolution des frères musulmans et l'extension du salafisme. Il y aurait donc une raison, en quelque sorte, indépendante du contexte arabo-musulman, qui serait que dans la mondialisation, les gens n'ont plus leurs repères et donc ils recherchent des causalités diaboliques derrière des phénomènes qu'ils ont cessé de comprendre. Donc ça me paraît, je crois, la thèse de Postone est particulièrement éclairante pour nos débats d'aujourd'hui. Et il continue, et j'en terminerai par là, la domination abstraite du capitalisme se retrouve, dit-il, personnifié par les Juifs, et le mystérieux pouvoir du marché transnational, à la fois impalpable et planétaire, que nous ressentons tous d'ailleurs, dont nous ressentons le pouvoir sur nos vies, est mis en définitive et en fin de compte sur le compte des Juifs et de leur nouvelle conspiration internationale. Donc ça, c'est ma réponse pour les conspirations. Ça séduit bien sûr des jeunes cerveaux, c'est normal, quand on a 14 ou 15 ans, on cherche du magique dans des explications du monde, mais le plus inquiétant, bien sûr, c'est que ça se répand bien au-delà des cercles, disons, des adolescents en cours de formation. Autre réponse, juste sur la question de la République. Moi, je ne suis pas de ceux, mais je reconnais que c'est un point de vue peut-être un peu hétérodoxe, sous la présidence du président Kessel, je ne suis pas de ceux qui pensent que le réarmement de la République, auquel appelle si justement Laurent, ne peut passer que par une sorte de réaffirmation défensive des principes républicains. Je crois qu'il y a devant nous, c'est pour répondre aussi à ce qui est demandé à Laurent, je crois qu'il y a devant nous un immense chantier, nous qui sommes des républicains assumés, au vrai sens du terme, pas les républicains en peau de lapin d'aujourd'hui, mais les vrais républicains historiques, ceux que Nicolas célébrait. Devant nous, il y a un chantier, qui est un chantier politique, mais pas étroitement politicien, qui est de convaincre un certain nombre de Français de nous rejoindre dans une formation qui sera appelée, à mon avis, à exister demain. Et je le dis très sincèrement, je crois qu'elle existera dans les plis du macronisme, dans les ambiguïtés du macronisme. Il y a la place pour une formation qui sera peut-être pas d'ailleurs une formation politique classique, qui sera peut-être pas une formation partidaire, qui sera peut-être un think tank, mais qui, justement, fera se rassembler ce qui est épars dans le républicanisme français autour de convictions très clairement énoncées, mais sereinement, sans l'excitation qui s'attache parfois à un certain discours républicain et souverainiste, autour de la République sociale et laïque. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui se déstresser sur les questions de souveraineté. Le souverainisme n'est pas l'avenir de la République. En revanche, l'avenir du républicanisme auquel nous tenons tous, c'est la réaffirmation, sous une forme qu'il faudra étudier avec Laurent, avec d'autres amis, de la République sociale et laïque. C'est l'essentiel. Et les questions de souveraineté viendront après. Brice, Laurent, lequel des deux veut répondre ? Je vais commencer. Brice ? Oui, j'ai été très sensible à toutes les questions, mais je ne peux pas répondre à toutes, évidemment. Je vais laisser les plus difficiles pour Laurent. C'est pour ça que j'ai pris la parole en premier. J'étais très sensible notamment à la question sur le roman national. Pour faire communauté, faut-il renouveler le roman national ? Je pense à ça parce que dans mon livre sur Macron, un président philosophe, précisément, je consacre un bout de chapitre
à cette question-là. Macron, à plusieurs reprises, dit il faut une réconciliation des mémoires nationales. Parce qu'effectivement, les mémoires nationales ont été... Le problème, c'est surtout ça. Le problème, c'est que les mémoires nationales ont été instrumentalisées à des fins politiques les unes contre les autres. Il y a une mémoire de droite, une mémoire de gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui agitent ces mémoires, en réalité, connaissent très mal l'histoire de leur propre camp, ce qui fait qu'ils font toujours référence aux mêmes choses. La fameuse phrase un peu de patriotisme rapproche de l'internationalisme, beaucoup en éloignent. Bon, qui a lu le contexte dans lequel est inscrite cette phrase? Et puis on a vu encore pire, on a vu des gens faire, comment on appelle ça, de la triangulation, c'est-à-dire aller chercher des références de gauche quand on est de droite. Pour le contraire, on l'a pas beaucoup vu, mais je pense évidemment à Sarkozy, allant rechercher ce qu'il croyait être un résistant antifasciste et tombant sans le savoir sur un type qui n'était pas du tout résistant, mais qui était bien un militant communiste. Mais enfin bon, passons. On se prouve simplement le manque de culture historique, tout simplement, de nos dirigeants jusqu'à une période récente et l'instrumentalisation qu'ils ont fait les uns et les autres de ces références historiques pour entretenir un conflit idéologique qui en réalité s'épuisait. Parce qu'en réalité, sur la plupart des problèmes, que ce soit l'Europe, les réformes économiques et sociales, la laïcité, la droite et la gauche étaient parcourues de divisions en leur propre sein et que le conflit était entretenu de manière extrêmement artificielle. Donc je suis très sensible à... Ça a fait beaucoup ricaner les gens quand Macron a lancé sa candidature en allant faire un discours sur Jeanne d'Arc à Orléans. Discours dans lequel je l'ai étudié de près et il parlait de lui, hein, évidemment. Jeanne d'Arc était progressiste, elle était... mais c'était bien, parce que Jeanne d'Arc, c'est précisément un mythe de réconciliation nationale, puisque Jeanne d'Arc, elle a été, le Front National va déposer une gerbe tous les ans sur son monument. Michelet en a fait une sainte laïque pré-républicaine. Il y a même d'après Vinocq, Michel Vinocq, qui est un bouquin récemment, il y a même une Jeanne d'Arc centriste. Donc, oui. Ok. Donc, et peut-être même une Jeanne d'Arc macroniste, hein, d'ailleurs. Oui, il y a une Jeanne d'Arc macroniste, évidemment. Si vous lisez mon bouquin, vous la découvrirez. Je peux... je fais ma pub. Hein. Un mot de conclusion. Bon, dommage. Non, parce que... non, il y a une autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est le noir de maison. Là, je connaissais pas cette expression. Je connaissais noir bounty, ça je l'ai entendu déjà, mais noir de maison, je connaissais pas. Je trouve que c'est encore pire d'ailleurs. C'est vraiment le mépris. Si vous voulez, je suis persuadé qu'il y a des gens qui cherchent à ranimer. Je fais partie d'une génération qui était colorblind. J'ai découvert assez tard que un de mes meilleurs copains au lycée était noir. Mais à l'époque où il était dans mon lycée, je ne savais pas qu'il était noir. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens, si vous voulez. Je suis un peu vieux, j'ai 68 ans. Mais donc, je suis d'une génération où ces idées n'avaient pas cours. Par contre, je peux vous dire, entre mods et rockers, entre amateurs de Beatles et de Rolling Stones, c'était violent. Et c'était sur ces critères-là qu'on se situait. C'était sur des critères sociaux. Mon meilleur copain était fils de femme de ménage, il n'avait pas de papa. Ça, je peux vous dire que ça me frappait beaucoup et je m'en souviens. C'était énorme. Mais qu'un autre de mes copains avait la peau noire, c'est après... Donc, je veux dire, la question, c'est qu'il y a une insistance phénoménale néo-raciste sur ces questions totalement secondaires, dont on essaie de faire des cultures. Alors, il y a une culture noire et une culture blanche. Alors, moi, j'ai une culture blanche. En quoi elle se caractérise? J'aimerais bien le comprendre. Il faudra qu'ils m'expliquent, les gars d'en face. Il faut absolument qu'on se laisse pas prendre. Mais le problème, c'est que les gens comme vous sont otages, évidemment. Parce que ceux qui instrumentalisent ce qui voudrait être une guerre civile entre les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur appartenance religieuse ou autre, essayent évidemment de... J'ai aussi une anecdote là-dessus très, très intéressante. Bon, ok. Bon, j'ai pas de... La prochaine fois. Oui, en fait, moi je vais répondre à une seule réponse à différentes questions. Celle que posait Bernard Ravet sur effectivement la ghettoisation et la séparation, la progression dans le sport comme dans d'autres domaines d'un certain nombre de visions séparatistes, elles aussi, communautaristes.
les gamins qui agitent le conspirationniste, l'indistinction de la sphère privée-publique. Finalement, tout ça, c'est la même chose. Comment ça a été possible ? On dit souvent, je l'ai dit moi-même, la mondialisation, les progrès de l'individualisme libéral, une construction européenne qui défait, qui déconstruit, qui affaiblit. Peut-être. Il y a peut-être aussi des domaines de la construction européenne où ça a renforcé quand même un certain nombre de protections. Mais peu importe, je n'ouvre pas le débat là-dessus. On peut invoquer, ça me rappelle Astérix, quand les Gaulois font un match contre je crois que c'est les Bretons, les sangliers avaient mangé une cochonnerie parce qu'ils ont perdu le match. Ils avaient mangé du sanglier avant, ils disent ouais, les sangliers avaient mangé une cochonnerie, c'est pour ça qu'on a perdu le match. Bon, c'est toujours un peu la causalité extérieure. Ce qui s'est passé pour moi, fondamentalement, c'est qu'on a, et je dis on, la communauté nationale, la communauté des citoyens, la communauté de solidarité, la communauté républicaine, a abandonné la ligne. Voilà, on a cédé. On a cédé pour pas mal de raisons, pas forcément les mêmes, ici et là, ça n'a pas forcément été les mêmes à gauche et à droite, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire on a cédé ? Ça fait quoi, 40 ans ? L'école, évidemment, le lieu où, comme c'est la pierre de touche, c'est là où ça s'est affaissé le plus, par définition. On a cédé sur, justement, la verticalité républicaine. On a cédé sur la manière dont on répond par une autorité fondée sur la science et la raison, les Lumières. Même si on pourra avoir ce débat, il faudra refaire un colloque sur l'ambiguïté des Lumières, parce que il y a un très grand auteur qui s'appelle Jonathan Israel qui a écrit un très très grand livre sur justement l'ambiguïté, enfin 2 livres d'ailleurs sur l'ambiguïté des Lumières. Et Rousseau n'est pas Montesquieu, etc., etc. Bon, bref, je laisse de côté. Mais on a cédé sur la raison. Une politique appuyée sur la raison, on a cédé sur l'idée républicaine pour ne faire que des politiques publiques, la politique de l'éducation prioritaire, qui était censée répondre à une nouvelle demande de nouveaux publics à partir de la 2e génération de l'immigration dans les années 80. Cette politique, comme la politique de la ville, on pourra en parler en matière culturelle, on pourra parler en matière de politique du sport, etc. Ça a été des politiques, on s'est dit on va faire ça, c'est la réponse républicaine, tout le monde pensait que c'était la réponse républicaine à l'époque, un nouveau défi. Résultat aujourd'hui, baisse du niveau généralisé, je ne vous fais pas un dessin, il y a encore eu récemment un rapport sur le sujet, évidemment attaque contre la raison dans les cours, etc. Bon, on a cédé. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je parle de réarmement, c'est ça. C'est qu'on doit remonter la ligne, voilà, et tenir la ligne. Et après, on pourra commencer à passer à la contre-offensive, effectivement, et il y a des pistes, Catherine en a dit quelques-unes. Voilà, mais il faut reconstruire la ligne, ne plus céder. Là où on est, quand on est éducateur sportif, quand on est élu, Marie-Laure, quand on est intellectuel dans l'université, quand on est journaliste, quand on est citoyen, ne plus céder, jamais. Quand on vous dit quelque chose, ne pas laisser passer. Quand vous voyez quelque chose écrit, le diffuser, dire ça, c'est pas possible. Je passais tout à l'heure à Jean-Pierre un article de La Croix ce matin, 9 décembre. La Croix publie un article absolument odieux sur la laïcité, en mettant en cause les francs-maçons, en mettant en cause les attaques. Ceux qui attaquent la laïcité, ce sont finalement les défenseurs de la laïcité, contre ceux qui veulent vivre leur liberté tranquille, leur liberté de conviction, librement, avec leur religion, etc. Donc il y a là des choses qu'on ne peut plus tolérer. Donc il faut se battre, il faut remonter au combat, même si on est fatigué, même si on est plus tranquille chez soi à regarder les séries américaines, il faut remonter au combat. Voilà, c'est ça le message essentiel. Et pour cela, politique, parti politique ou pas, moi je pense davantage à une action citoyenne, et il peut y avoir des débouchés politiques avec des réseaux étendus, des gens qui font chacun et qui connaissent ce que font les autres, etc. Je ne crois pas à une espèce de grande organisation ou Bon, tout ça, à mon avis, c'est terminé. Je pense qu'il faut faire du judo, il faut aller au combat en défaisant dès qu'on voit quelque chose qui est contraire à l'idée républicaine. Voilà. C'est ça le message fondamental. Laurent, c'est pour ça que le comité Laïcité République a été créé, et bien évidemment, c'est pour ça qu'il continue à vivre et à se mobiliser. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Sakoun. Je remercie les intervenants. Je remercie aussi ceux qu'on appelle toujours les petites mains,
du CLR qui font le boulot. Je rappelle que nous sommes une association militante, sans subvention, que tout le travail est réalisé donc en dehors des activités professionnelles. Je veux remercier Nathalie, je veux remercier Florence, je veux remercier tous ceux qui ont fait le travail. Et puis, bien évidemment, je l'ai fait tout à l'heure, mais je veux à nouveau associer Jean-Philippe, parce que nous sommes présents médiatiquement grâce à lui.